Re-salut! C'est une vidéo très spéciale aujourd'hui parce que c'est celle qui officialise les 5 ans de ma chaîne. En ce 6 mars 2026, ça fait officiellement 5 ans que je suis sur Booktube. Vous commencez pas à être un peu fatigué là, de me voir la face? Alors pour célébrer cet anniversaire, on va faire une foire aux questions. Comme d'habitude, j'ai organisé la FAQ selon des catégories. Alors s'il y a un sujet qui vous intéresse moins que les autres, vous pourrez facilement naviguer la vidéo à travers les chapitres. Donc au total, il va y avoir 5 catégories. Booktube, lecture, écriture, vie personnelle et un petit sprint de questions complètement aléatoires sur plein de sujets différents à la fin de la vidéo où je vais essayer de répondre aux questions genre le plus rapidement possible. On peut donc y aller avec la première question qui était: est-ce que la vidéo a un sponsor? Eh bien je suis très heureuse de dire que la réponse est oui parce que Evenko sponsorise cette vidéo. Evenko propose des culottes menstruelles qui viennent remplacer à merveille les serviettes ou les tampons. On peut les porter pendant 12 heures sans avoir à craindre les fuites, les odeurs, les bruits même, ok? Parce qu'on sait tous qu'il y a certaines protections dans la vie que quand tu les portes et que tu marches, ça fait squish squish squish. Là, il y a rien de tout ça. Ce qui est vraiment magique avec les culottes Evenko, c'est que ça se porte comme une culotte normale. Il n'y a pas de bosse bizarre à travers les vêtements et le confort est optimal. Personnellement, j'avais beaucoup de réticence à essayer les culottes menstruelles pendant des années. Mes amis arrêtaient pas de me dire il faut que c'est ça, Mamaki, ça change la vie. Mais je voyais juste pas comment ça pouvait fonctionner. Mais là, ça fait plusieurs années que je suis passée de l'autre côté et elles avaient raison. Quand on essaie les culottes menstruelles, on peut pas revenir en arrière. C'est tellement plus confortable. Alors si vous voulez les essayer, ben c'est un bon moment parce que sur le site de Evenko, c'est actuellement les ventes privées avec jusqu'à moins 60% sur tout le site. Et bien sûr, avec mon code sous le ciel, vous obtenez également moins 30% sur votre commande cumulable avec les ventes privées. Si ça vous intéresse, vous pouvez scanner le code QR à l'écran ou passer voir le lien dans la description. Alors, on va démarrer la FAQ avec la portion Booktube des questions. Premièrement, on m'a demandé comment tu vis la pression de lire / faire des vidéos maintenant que tu es pro. C'est une question intéressante parce que déjà, je sais pas si je me considérerais comme pro. Oui, j'ai des revenus qui sont générés avec ma chaîne, j'ai des sponsors, j'ai une communauté payante. Mais on dirait que pour moi, le terme pro s'applique aux personnes qui soit vivent de leur travail sur la chaîne, soit essaie d'en vivre éventuellement. Et ça, si je faisais partie de ces catégories-là, oh mon dieu que la pression que ma chaîne me donnerait, ce serait effroyable. Mais c'est pas mon cas. Oui, je suis vraiment très chanceuse d'avoir des revenus qui m'aident dans la vie avec ce que je fais, mais j'ai absolument pas l'intention de transformer cette chaîne comme mon travail principal un jour. Puis si demain la monétisation m'était enlevée partout, ben je continuerais de la même façon, on s'entend. Donc pour cette raison, je dirais que la pression vient pas nécessairement du côté pro, mais niveau lecture. Je dirais qu'il y a comme 2 étages à ma réponse niveau lecture. Le premier étage, c'est que en surface, je gère très bien la pression de lire parce que je veux lire. Et dans la vie, j'aimerais ça lire le plus possible, donc ça me stresse pas d'avoir à lire pour mes vidéos parce que même si je faisais pas de vidéos, je voudrais lire. Mais là où ça se complique, c'est sur le 2e étage. Et c'est que pour faire des vidéos, ben oui, je dois lire. Mais pour faire mes vidéos, je ne peux pas être en train de lire. Parce que la réalité, en fait, de ma chaîne YouTube, c'est pas que je me force à plus lire pour faire des vidéos, c'est que je me force à moins lire pour avoir le temps de faire mes vidéos. Je lisais plus avant d'avoir ma chaîne YouTube parce que j'avais plus de temps. Alors que maintenant, ben, mon temps de lecture, il est bouffé par le fait que quand je lis des livres, je m'entête à en parler à des inconnus sur internet. Donc, c'est ça pour l'instant. Tu sais, ça va bien niveau oh mon dieu, ok, il faut que je poste une vidéo là, mais il faut que je lise, blablabla. Ça va parce que je veux lire. Le problème, c'est quand je passe mes soirées entières après le travail à faire du montage puis que j'ai pas 1 minute pour lire puis je suis comme mais je veux lire, c'est ça le but de ma chaîne, c'est de lire puis d'en parler. Voilà. La 2e question, préfères-tu travailler pour ta chaîne ou pour ton job de comptable? Ça là, j'ai reçu cette question-là, j'ai fait c'est quand même difficile à déterminer parce que j'aime les deux et je voudrais pas faire aucun des deux sans l'autre. Même si ma chaîne se mettait à me rapporter vraiment beaucoup d'argent puis que je pouvais absolument juste vivre de ça, on dirait que je préférerais savoir mentalement que j'ai un emploi stable et agréable sur le long terme à côté plutôt que de juste faire ma chaîne à temps plein puis de pas savoir si l'année prochaine ben mes vues vont avoir dégringolé puis que j'aurai soudainement plus d'argent puis que je vais devoir me trouver un travail. J'ai besoin dans tous les cas de sentir que j'ai une bouée de sauvetage autour de moi, donc si mon bateau de Booktube il coule, ben c'est correct, je peux nager dans l'eau parce que j'ai ma petite bouée déjà. Puis aussi,
j'ai remarqué un phénomène avec les chaînes qui se professionnalisent. En fait, ça c'est plus du côté anglophone parce que je vous avoue, les booktubers françaises, là, ça c'est des girl boss. Elles travaillent puis ça y va. Mais pendant les années où je consommais beaucoup de booktube anglophones sans avoir fait une seule vidéo de ma vie, chaque fois qu'une de mes créatrices préférées annonçait que ok, j'ai lâché mon travail, je vais pouvoir vous poster vraiment plus de vidéos parce que maintenant j'ai plein de temps, blablabla. À chaque fois, dans ma tête, je me disais oh non, on va la perdre vraiment bientôt. Parce que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand tu te lances à temps plein sur YouTube, t'as genre une augmentation exponentielle de travail administratif à faire qui te bouffe beaucoup de temps. Et aussi, moi je pense vraiment que quand on est moins occupé, on est moins productif. Parce que si dans la vie tu travailles 4 jours par semaine puis t'as juste une journée pour filmer tes vidéos, ben cette journée-là, tu vas la filmer ta vidéo parce que tu sais que t'as pas le choix. Alors que quand tu commences à faire ce genre de truc à temps plein, ben le lundi t'es comme ah, il me reste encore 4 jours pour faire ma vidéo. Le mardi, il me reste 3 jours. Oh, blablabla. Quand on doit s'organiser dans un laps de temps qui est très large, c'est vraiment facile de procrastiner, du moins pour moi. Puis je pense que c'est ça qui se passe avec les chaînes que j'ai vues qui sont professionnalisées puis qui après ça, ils ont genre disparu. Après 2 mois, leur promesse de ah, je vais poster beaucoup plus de vidéos, ben ils ont commencé à poster vraiment moins de vidéos que quand il y avait un travail à temps plein à côté. Ok, ça c'était vraiment une grosse parenthèse. On revient à la question. Donc, je sais pas qu'est-ce que je préférerais parce que je voudrais pas avoir un travail qui m'empêche de faire ma chaîne à côté comme je voudrais pas juste faire ma chaîne sans avoir de travail à côté. Les deux sont vraiment des activités qui sont satisfaisantes pour moi. J'ai du plaisir à faire les deux. Donc en bref, j'ai pas vraiment de réponse précise. Désolée. La troisième question c'est si tu avais à recommencer ta chaîne à partir de zéro, changerais-tu quelque chose? Oh mon dieu, oui. Oui, la liste pourrait être assez longue. Mais je dirais que le point principal, c'est vraiment tout ce qui touche à ma façon de parler. Quand j'ai lancé ma chaîne, j'étais pas très bonne pour parler. C'était vraiment difficile pour moi de même juste dire une phrase sans complètement bafouiller certains mots. J'ai tendance à dire des syllabes que genre, c'est pas du tout mon intention de les dire. Genre, dans une vidéo récente, j'ai dit la trilogie originale. Pourquoi le J, il est pas apparu dans ma bouche? Je sais pas, mais c'est juste quelque chose que ma bouche fait souvent. Et ben, ce que je faisais au début de ma chaîne, c'est que à chaque fois que je me trompais, au lieu de juste garder la petite erreur dans la vidéo ou me corriger immédiatement puis continuer, ben non, moi je reprenais tout ce que je venais de dire à zéro. Donc par exemple, si je disais là une longue phrase, elle s'est présentée à l'école, après ça elle est allée dans les escaliers, c'était même pas ça que je planifiais de faire dans ma tête, je me suis accrochée pour de vrai sur le mot escalier. Mais donc juste à chaque fois, là je serais comme, elle est allée à l'école et elle s'est dans les... Non, ok, elle est allée à l'école et là, elle est tombée, non, ok. Puis je recommençais 15 à 20 fois parce que j'avais juste de la difficulté à prononcer les choses correctement. Et on s'entend que rendu à la 20e fois où je répétais une phrase, qu'est-ce qui se passait? Ben la transition avec la phrase précédente était complètement perdue. J'étais dans une autre position, j'avais un autre ton. Des fois, il y a tellement de temps qui était passé que le soleil avait bougé sur le mur derrière moi. Et donc, tout ce temps et cette énergie pour un mot que j'ai bafouillé, alors que j'aurais juste pu faire comme « Oui, boy, c'est pas sorti de façon très jolie de ma bouche », puis continuer. Je regrette vraiment tout ce temps-là que j'ai perdu, parce que le résultat était même pas bon. Quand je regarde mes vidéos dans le temps, je le vois que je suis pas naturelle parce que ça fait 16 000 fois que je répète la même phrase, il y a plus d'âme. Puis je suis pas en train de dire qu'aujourd'hui, tu sais, je recommence pas mes phrases, que je répète pas beaucoup. J'ai encore beaucoup d'erreurs, puis mes tournages, ils sont vraiment beaucoup plus longs comparé à le temps réel de la vidéo au final. Mais chaque fois que je me trompe dans une phrase où j'avais beaucoup de passion, puis j'avais un bon élan, j'essaie de conserver ça tel que c'est parce que les gens dans la vie, ils préfèrent absolument juste voir des gens passionnés qui se trompent et qui sont capables de rire de leurs erreurs ou tout ça, plutôt qu'un robot qui, oui, prononce la phrase parfaitement, mais qui a absolument aucune âme, parce que ça fait 16 000 fois qu'il répète la même chose. Donc voilà, c'est absolument ce que je changerais si je pouvais revenir en arrière. La 4e question, c'est envie de créer ton défi lecture? J'y ai réfléchi au début de ma chaîne. Genre les 2 premières années de ma chaîne, je me disais ouais, un jour, je vais probablement faire un défi où on essaie de lire des livres méconnus. Comme on va à la bibliothèque, là, puis on essaie de trouver des livres dont on n'a jamais entendu parler, puis on les teste à l'aveugle. Ou on essaie de trouver sur internet, mettons Goodreads, Babelio, des livres qui sont pas très notés, puis les lire. Mais même si je pense que tu sais, c'est une idée intéressante, je suis sûre qu'il y aurait des personnes qui auraient apprécié ça comme moi, ben j'ai dû admettre à moi-même
que j'ai pas l'âme d'une organisatrice de challenge. Ça ne m'intéresse pas comme position. J'aime me lancer des défis lecture et j'aime ensuite inviter les gens à reproduire l'expérience puis à me dire comment ça s'est passé. Mais je suis comme un peu un loup solitaire qui apprécie la communauté, mais qui vous parle de loin, genre en ouh, faisant ça là, depuis ma grotte. La métaphore est très douteuse. Mais en bref, dès que ce que je fais, ça a un impact sur la vie des autres, je stresse. Donc même si un challenge c'est pas important, si j'étais comme ok, là le challenge, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que les catégories soient intéressantes pour les gens, mais qu'est-ce que je fais? Moi j'ai pas d'idée, là, je sais pas comment nommer les catégories eau de rose sur coucher de soleil à la plage. Oh, mon cerveau il fonctionne pas comme ça. Bref, tout ça pour dire que je préfère laisser les challenges à des personnes beaucoup plus motivées et passionnées que moi. Et en plus, on s'entend que des challenges, il en manque pas. Pour chaque mois de l'année, vous pouvez en trouver beaucoup. J'ai pas besoin d'en ajouter un là, dans le bassin. Mais peut-être qu'un jour, là, moi j'avais bien apprécié le week-end sans signet organisé par Annie Terrarum parce que c'était juste sur une période de 4 jours. Puis en tant que spectatrice, je trouvais ça le fun de voir ses vlogs une fois par jour pendant 4 jours. Blablabla. Je trouvais juste que c'était agréable de participer à quelque chose sur un très court laps de temps. Donc peut-être qu'un jour je vais avoir une idée de quelque chose là, qui se ferait juste sur quelques jours, puis c'est ça que je ferais. Mais honnêtement, c'est pas dans mes plans. C'est pas dans mes plans. L'avant-dernière question concernant Booktube est celle-ci. Qu'est-ce que Booktube a changé dans ta vie en 5 ans? Ouh là 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 là. Et ben oui, la liste là, elle est tellement longue, je pense qu'on pourrait la dérouler sur une montagne puis faire une piste de ski dessus. Déjà, moi, je trouve ça très bizarre de penser qu'un jour autrefois, je menais une vie où je faisais pas 50 heures de montage par mois, mais parmi vraiment toutes les choses, je dirais que l'impact le plus énorme de Booktube dans ma vie, ça a peut-être été ma capacité à désormais communiquer avec des gens inconnus. Parce que maintenant, je suis capable d'aller à un comptoir, commander quelque chose à manger ou à boire, puis réussir à passer ma commande sans que ma bouche se transforme en chantier de guerre à mi-chemin dans ma phrase. Parce que vraiment, ça là, c'était un organe, un muscle, je sais pas, c'est quoi une bouche? C'était quelque chose dans ma vie qui ne bougeait pas beaucoup parce que je faisais l'école à la maison depuis mes 14 ans. Pour ça, je travaillais à la maison. Moi, je parlais pas, donc ma bouche était pas habituée à bouger. Et donc, quand je parlais à des inconnus, avec le stress, mon anxiété, c'était impossible de parler de façon cohérente. Mais là maintenant, depuis YouTube, je suis capable d'appeler la pharmacienne, de passer ma commande, tout en sonnant comme une personne assez normale, je crois. Et la raison pour laquelle je suis capable de faire ça désormais, c'est parce que quand vient le temps de parler à des inconnus, j'ai la mamaki de Booktube qui vient m'aider. Je me mets en mode je suis en train de filmer, je suis là pour bien m'exprimer, je sais que je suis capable de le faire. Et donc la mamaki qui est toute stressée puis qui je sais pas comment parler, elle se met dans un coin puis elle laisse la mamaki de la caméra s'en occuper. Moi, je fais semblant de fonctionner et je fais semblant de savoir comment fonctionner. Et ça fonctionne. Vraiment, j'ai l'impression que YouTube m'a donné une version imposteur de moi-même que je peux juste tirer de mon sac puis faire comme hey, ok, moi je me cache, parlez-lui à elle à la place, ok, pas à moi. C'est sûr que ça reste encore très difficile pour moi de performer dans des contextes où j'ai pas eu de la pratique, où je sais pas c'est quoi à l'avance, genre les règles des interactions. Je me souviens au salon du livre le dernier, il y a une bookstagrammeuse que j'ai croisée, puis c'était quelqu'un que je suivais, puis elle est venue me voir, puis elle était super sweet et tout, mais moi, j'étais comme oh mon dieu, c'est quelqu'un que je reconnais. Donc, je vous jure, là, elle est arrivée, j'ai fait ah, je te connais, puis là, elle a fait oui, puis je suis partie. Genre, j'ai juste fait ah, je te reconnais, ok, bye. Je savais pas quoi faire. Dans mon codex interne, j'avais pas le script pour comme ok, tu rencontres quelqu'un que genre tu connais de vue, mais tu y as jamais véritablement parlé. Moi je sais pas. Bref, Booktube m'aide vraiment de plein de façons, mais on va encore grandir main dans la main, je pense, au fil des prochaines années. La dernière question est une question absolument terrible. Quelles sont tes 5 chaînes Booktube favorites? Le problème dans la vie, c'est que moi, je suis amie avec
plus de 5 chaînes. Donc, il y a forcément des personnes très proches que j'aime beaucoup leurs vidéos, qui vont se sentir excluses. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais nommer mes 5 chaînes favorites selon des catégories. Alors par exemple, la catégorie simplement Booktube France. C'est qui ma booktubeuse française préférée? Ben c'est Estelle. About Estelle, moi ça fait 5 ans je pense que je l'ai découverte genre en même temps que j'ai créé ma chaîne. C'est la personne que quand elle poste, je regarde, je clique, oui, j'adore son énergie, j'adore ses thumbnails, oh mon dieu. J'adore la passion qu'elle a pour tout ce qu'elle fait et c'est la seule personne au monde qui poste des vlogs qui m'ont fait pleurer à plusieurs reprises. Je sais pas comment elle fait ça, là. Mais ces vlogs, j'ai l'impression de vivre une vie entière à travers eux. Genre moi, je fais jamais rien, ok? Honnêtement, en 5 jours de la vie d'Estelle, elle est plus sociale que moi en 5 ans de ma vie. Mais ça me donne l'impression de vivre à travers elle. J'aime vraiment ça. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Pour le côté anglophone de Booktube, ma chaîne préférée c'est évidemment Books and Lala. C'est la meilleure personne au monde pour inventer des concepts. Souvent on me dit maman qui, comment tu trouves toutes tes idées? moi j'ai rien. Moi j'ai rien dans la tête comparé à Books and Lala. Déjà il y a plein de mes idées que je fais ici que c'est carrément juste ses idées. Mais juste elle est incroyable. Elle est incroyable. Ça fait je pense que presque 10 ans que je la regarde là. Elle avait pas fait beaucoup d'années de vidéos quand je me suis abonnée et je la regardais tellement souvent, mais je la regarde encore tellement souvent, mais à l'époque, quand je vivais avec ma mère, je la regardais tellement souvent que ma mère l'appelait notre colocataire parce qu'elle était tout le temps sur mon écran. Donc voilà, je l'aime, oui. Du côté Booktube québécois, maintenant. Ça, c'est le plus délicat parce que vraiment, moi, je les aime tous. Mes petits Québécois, là, on est tous des amis. C'est vraiment genre mes amis, là. Donc, c'est très délicat de choisir quelqu'un, mais il faut que je lève mon chapeau spécifiquement à Cindy Landes parce que elle réussit à filmer ses vidéos sans faire de coupure, tout en étant la personne la plus fluide et intéressante au monde. Je ne sais pas comment elle fait, moi je serais absolument jamais capable de toute ma sainte vie. Mais vraiment c'est fou, c'est fou. Tu t'assois, elle part la caméra, elle parle pendant 15 minutes, puis tout était pertinent. Un pouvoir magique, ça je vous le dis. Du côté innovateur de Booktube, on va l'appeler de même. J'aime beaucoup les vidéos de Cyril Destocky. Il met vraiment un niveau phénoménal d'effort et de recherche dans ses vidéos, dans son montage. C'est vraiment comme des petits documentaires à chaque fois, mais sans perdre le côté personnel d'une vidéo YouTube. Genre ça fait pas juste impersonnel, là, voici tout ça. Tu sais, c'est lui. On se sent proche de lui, mais avec un résultat super professionnel et moi, je suis toujours admirative des gens là, qui se cassent les fesses pour leur montage. Et lui, certainement, si je vérifiais, je suis sûre qu'il a les fesses cassées. Je sais pas si c'est inapproprié de dire ça, c'est vraiment juste une expression. Parfois, il faudrait que je réfléchisse un peu plus vite aux métaphores que je m'apprête à dire, mais bon. Tout pour dire que le gars, il fait du montage, les amis. J'admire. Et pour finir, du côté plus lifestyle de Booktube, c'est une découverte récente des derniers mois, mais je suis vraiment très fan des vlogs de Elise Books. C'est littéralement une des personnes de qui j'ai les goûts littéraires les plus comme éloignés au monde. Tu sais, c'est très rare qu'elle parle d'un livre que j'ai l'intention de lire ou qui m'intéresse, mais j'adore à quel point elle est une personne extrêmement soignée au niveau des apparences, de la qualité de son contenu et tout. Mais en même temps, elle est vraiment très transparente sur les facettes moins glamour de sa vie. Puis je trouve ça vraiment impressionnant de savoir, tu sais, les maladies chroniques avec lesquelles elle gère, mais en même temps de voir à côté le résultat, genre de son travail, à quel point c'est juste, elle travaille vraiment très fort, puis très bien, puis en tant que personne qui a vraiment eu beaucoup de problèmes de santé dans sa vie, moi je sais que j'aurais vraiment de la difficulté à accomplir là, tout ce qu'elle accomplit avec ses obstacles personnels. Alors voilà, ce sont les 5 chaînes, mais vraiment j'en regarde évidemment beaucoup plus que ça, puis toutes les personnes que j'ai pas mentionnées, je vous aime quand même. Nous allons maintenant passer aux questions qui concernent la lecture. Connais-tu le nombre de livres que tu as lus dans ta vie? PS, je t'adore. Ben, premièrement, merci. Et je connais pas le nombre exact de livres que j'ai lus dans ma vie, parce que je pense que j'ai seulement commencé à compter à partir de mes 15 ou 16 ans. Mais je peux vous dire en tout cas que sur Goodreads, j'ai noté 1076 livres comme étant lus. Comme mentionné, ça c'est à partir de mes 15 ans, mais avant mes 15 ans, je dirais que j'avais tendance à lire entre 10 et 20 livres par année. Et quand j'étais au primaire, ben là c'était beaucoup plus parce que c'était des petits livres, là, tu sais, je devais en lire
lire 30, 40, beaucoup de Geronimo Stilton. Et ça, c'est sans compter les bandes dessinées. Oh mon Dieu, quand j'étais au primaire, là, j'allais à la bibliothèque, puis ma pauvre mère devait transporter des sacs avec 40 BD parce que notre bibliothèque nous laissait repartir avec 40 BD à la fois. Littéralement, ma mère, elle a développé des tendinites là, à transporter ces sacs-là, c'est effroyable. Mais bref, voilà. Je sais pas le nombre exact, mais tu sais, moi, je considère là, que dans ma vie adulte et consciente, c'est autour de 1100 livres. Deuxième question. Est-ce que tu fais des lectures communes avec ta communauté ou est-ce que tu l'envisages? Non. En ce moment, je fais pas de lecture commune avec ma communauté exclusive ou même communauté publique, là, je n'en fais pas point. Et je planifie pas nécessairement d'en faire, même si je suis pas du tout fermée à l'idée. Puis c'est que, en fait, je suis pas nécessairement la plus grande fan des lectures communes. Les seules fois que j'en fais véritablement dans ma vie, c'est avec des amis que je sais vont lire les romans rapidement. Et donc, tu sais, les deux, on se dit, ok, cette semaine, on sort ce livre-là de la palle, on le lit, puis en l'espace de 3-4 jours, on est capable de se donner notre avis entier sur le truc parce qu'on l'a terminé. Mais moi, ce que je déteste plus que tout au monde, c'est tout ce qui est lecture commune avec genre un certain nombre de chapitres par laps de temps, puis tu peux pas vraiment continuer si tu te dépasses parce qu'il faut que t'attendes les autres puis pas les spoiler quand vous allez discuter, blablabla. Genre moi à l'école, oh mon dieu, il y avait rien que je détestais plus à l'école que quand on avait une lecture obligatoire, mais avec des chapitres à ne pas dépasser parce qu'après ça tu t'en parlais en classe, puis je sais que j'aurais pu tricher puis tout lire puis faire semblant de pas avoir lu, mais moi dans la vie, je suis une rebelle au niveau des traditions, mais je ne me rebelle jamais contre les règles. Donc moi, si on me dit t'as pas le droit de dépasser ce chapitre-là, ben je vais pas le dépasser parce que sinon je vais pas dormir la nuit parce que j'aurai l'impression que je suis une mauvaise personne. Bref, tout ça pour dire que en ce moment c'est pas dans mes plans, mais je suis vraiment ouverte à l'idée. Faudrait juste que je trouve une façon pour que ça fonctionne pour moi. Et si jamais ça vous intéresse de joindre la communauté exclusive, ben il y a pas de lecture commune, mais il y a une vidéo exclusive par mois. Il y a plein de posts dans les coulisses, des sondages, les calendriers à venir. Et évidemment, vous avez une suggestion dans le bocal par mois que vous pouvez faire. Voilà, je vous ai fait ma petite pub, là, ça faisait longtemps. La prochaine question, c'est quelles évolutions as-tu vues dans ta vie de lectrice en 2025? Il y a un truc qui a vraiment changé ma vision de la lecture en 2025 et ça a été le vlog où je lisais 2 heures par jour pendant une semaine. Parce qu'avant ce vlog-là, je ne réalisais pas à quel point je pourrais lire encore plus de livres si j'étais plus disciplinée avec mes moments de lecture. En ce moment, je dirais que mon horaire de lecture, c'est vraiment comme au gré du vent. Il va y avoir 3 jours qui vont passer sans que je lise vraiment, puis après ça, 4 jours où je lis vraiment beaucoup, ou juste... C'est très, très aléatoire. Et j'ai réalisé grâce à ce vlog-là que j'ai, tu sais, le privilège d'être une personne qui lit très rapidement et que c'est pour ça que je réalisais pas à quel point j'étais pas disciplinée dans mes lectures et que je lisais véritablement pas énormément chaque jour, mais que si je faisais juste un petit peu plus d'efforts pour lire genre 1 heure à un moment précis chaque jour, oh mon dieu, je lirais genre tous les livres de la terre entière, puis je le fais pas. J'ai ce pouvoir magique de pouvoir lire vraiment rapidement puis je l'utilise pas. Tu sais, en ce moment dans ma vie, vraiment, ma moyenne par jour, c'est peut-être comme un 30-45 minutes de lecture, ce qui est déjà très bien, ça va. Mais moi, je sais dans mon cœur là que je veux lire au moins 1 heure et demie par jour. Puis je veux que ce soit des moments plus larges, pas juste des petits 5 minutes par-ci par-là. Donc, mon évolution dans ma vie de lectrice, ben ça n'a pas été une évolution en termes de genre qu'est-ce qui a changé dans mes actions, mais plus ma mentalité a changé, puis j'espère qu'un jour ça va influencer mes actions, mais en ce moment ça n'a pas vraiment influencé. Je suis encore prise dans comme mon horaire à chaque jour, je cours contre le temps puis je me prévois pas de moment clair où je vais lire, mais c'est ça. J'espère que ça va avoir changé d'ici la fin de 2026. Ensuite, on m'a demandé, pour toi, quelle est la raison qui fait que tu t'es moins tournée vers la science-fiction dernièrement? Je pense que même si je gère bien la pression de lire pour ma chaîne, je pense quand même que la conséquence d'avoir une chaîne YouTube, c'est que j'ai tendance à vraiment moins me tourner vers les gros livres. Genre vraiment les seuls moments où je me dis ok là c'est le temps là, de lire une brique, c'est quand je sais à l'avance que j'ai lu suffisamment de livres pour le prochain vlog qui va sortir, le prochain bilan lecture. Et il se trouve que la science-fiction en général, ben c'est assez gros, pas toujours. Il y a certainement des exceptions comme La mort de l'auteur que j'ai toujours pas lu, qui est... Je comprends pas. Je me comprends pas de ne toujours pas l'avoir lu, mais bon, je pense aussi qu'au-delà des gros livres, j'ai enchaîné dans les dernières années plein de classiques de la SF qui étaient vraiment, vraiment insupportables au niveau de leur... Un instant. Alors, je disais,
insupportables au niveau de leur traitement des femmes. Moi là, Hyperion, j'ai jamais avalé la grosse description, genre des mamelons en forme de geyser, là. Juste t'as l'impression que ces vieux auteurs-là, il y avait des visions rayon X pour voir à travers les vêtements des femmes, puis que honnêtement, à chaque fois qu'une fille entrait dans une pièce, la première chose qui pénétrait dans la pièce, c'était sa poitrine, puis on voyait juste ça et absolument rien d'autre à propos de la femme. Bref, je pense que j'ai juste été un petit peu fatiguée par ça. Mais c'est pas une bonne excuse parce que, oui, peut-être que les classiques de la science-fiction, il y en a beaucoup que je devrais éviter finalement, mais la science-fiction existe encore de nos jours et aujourd'hui, c'est plus la même chose. Bref, je veux vraiment me remettre à la SF. Je sais qu'il faut. C'est mon genre littéraire préféré, puis j'en lis plus. La 5e question concernant la lecture, c'est est-ce que tu connais l'application Storygraph? C'est une application qui pourrait beaucoup te plaire. Oui, je la connais. J'ai fait un test pendant 1 an où j'étais à la fois sur Goodreads et Storygraph de façon simultanée. Je les mettais à jour là, tous les deux chaque fois que je lisais un livre, puis je me suis dit ok, quand ça fera 1 an, ben là je vais déterminer si finalement j'en choisis juste un pour la suite. Et à la fin de cette année-là, j'ai choisi Goodreads parce que malgré vraiment tous les trucs super de Storygraph, il y avait des trop gros inconvénients pour moi personnellement. Premièrement, moi j'aime beaucoup Goodreads pour tout l'aspect des critiques et je trouve que c'est quelque chose qui est pas mis à l'avant sur Storygraph. C'est un bon site pour faire des recherches et aller se chercher des livres qui correspondent exactement à ce qu'on veut. Mais vraiment, genre, faut fouiller pour aller voir les critiques. Puis moi, ce que j'aime, c'est de voir qu'est-ce que tous mes amis ont lu, puis qu'est-ce qu'ils ont tous dit à propos des livres. Puis oui, je sais que le changement dans la vie, ben il faut faire un premier pas pour que toutes les autres personnes suivent après, ça je le comprends, mais en même temps, c'est des archives, là, des années, une décennie d'archives sur Goodreads qu'il y a. Genre mes amis que je vois, ils ont lu ce livre-là en 2016, c'est ça qu'ils ont dit à cette date-là. Puis ça, ben ça existait pas sur Storygraph. J'aime ça, juste aller voir les critiques 5 étoiles, les critiques 1 étoile. Je connais les gens, les chroniqueurs les plus connus qui apparaissent tout le temps là, au début des trucs. Je sais si je dois me fier ou non à leur avis. Et un autre aspect que vraiment celui-là ça m'a tué. C'est un petit peu ridicule. Mais c'est que moi dans la vie je suis paresseuse. Et sur Storygraph, il y avait une majorité de romans québécois qui n'étaient pas sur la plateforme. Et donc il fallait en tant que lectrice, allez ok, voici ce livre-là, tu remplis le formulaire, t'essaies de l'ajouter à la plateforme. Non, moi j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie de faire ça. Je sais qu'un jour ils vont avoir là, tous les livres, blablabla, mais c'était fatigant entre temps. Et ben je voulais pas juste laisser le livre inexistant sur la plateforme parce qu'après ça mes statistiques de lecture auraient été inexactes. Donc c'est ça, j'aime beaucoup Storygraph pour tout l'aspect, genre les statistiques sont beaucoup plus développées que Goodreads, mais vraiment, après 1 an, j'étais fatiguée d'être dessus, puis j'étais vraiment contente de juste être sur Goodreads après, toute seule. C'est dommage, parce que Goodreads, c'est Amazon, puis c'est ça, mais ma maison, c'est Goodreads, c'est vraiment comme ça que je le perçois. Et pour finir, la 6e question c'est, d'après toi, qu'est-ce qui manque dans la littérature québécoise? Et d'un autre côté, qu'est-ce qui est très bien fait ici? Un genre en particulier, un style, merci. Alors, c'est sûr qu'au Québec, on a un très grand manque de diversité. Puis là, je parle pas juste niveau diversité culturelle, mais vraiment genre diversité des genres littéraires qui sont mis à l'avant. Si tu regardes là, tous les livres québécois qui sont au top des palmarès, qui sont mis à l'avant, c'est juste du contemporain, de l'autofiction. Il y a peut-être un peu genre des romans policiers, il y a de la romance, mais tout ce qui est imaginaire est comme inexistant sur le marché. Et les maisons d'édition, généralement, prennent pas de risques avec ce qu'elles publient. On dirait vraiment qu'elles se contentent de reproduire ce qui fonctionne ici, sans regarder ce qui fonctionne ailleurs et pourrait fonctionner ici si on mettait un peu d'effort dans ces nouveautés-là qu'on introduisait. Puis je parle de mettre de l'effort parce que des maisons d'édition qui publient là, de la fantasy, de la science-fiction, il y en a, mais pendant très longtemps, tu sais, moi quand j'en lisais, ben déjà les pages couverture ils étaient dégueulasses, là, il y avait aucun effort qui était mis sur le visuel, alors que clairement les lecteurs d'imaginaire, c'est des gens qui aiment ça, imaginer des choses, donc il faut que ça commence par la page couverture, il faut que tu aies une belle page couverture, une belle porte d'entrée pour ce monde imaginaire-là. Et deuxièmement, puisqu'il n'y a pas vraiment de livres de SFFF qui existent ici, il n'y a pas de compétition pour les textes qui sont choisis. Et donc, les textes qui se font publier ultimement, chaque fois que je les ai eus, l'impression que j'ai eue, c'est que ce livre-là n'aurait jamais été publié s'il avait été envoyé en France ou en anglais, genre aux États-Unis ou en Angleterre, à des maisons d'édition qui recevaient aussi d'autres textes d'autres personnes, parce que c'est juste
0% innovateur dans le genre, c'est du remâché de ce qu'on a lu. Et d'un côté, c'est correct de publier ça ici parce qu'il faut des livres porte d'entrée. C'est une introduction au genre, donc c'est correct que ce soit pas révolutionnaire, mais en tant que lectrice qui s'est ouverte aux romans des autres pays, ben après ça, si je fais face à comme la nouveauté anglophone de science-fiction puis la nouveauté québécoise de science-fiction, la québécoise elle a un résumé ultra banal, habituel, puis ça c'est un concept révolutionnaire que j'ai jamais vu. On s'entend que mon argent en tant que consommatrice va aller vers le livre étranger, mais c'est quelque chose qui est en train peu à peu de changer au Québec. T'sais, on a vu avec le livre de Marie-Lou Etier, la maison d'édition a vraiment mis un marketing typique pour une sortie de Romantici. On dirait que de plus en plus, là, les maisons commencent à voir, ok, ça fonctionne vraiment bien ailleurs. Peut-être que ici, il y a quelques Québécois qui aimeraient ça aussi, mais je pense qu'on est encore très loin du marché de l'imaginaire, par exemple, qu'il y a en France. Et même la France, il y a plein encore d'améliorations qui pourraient être faites là-bas, mais comparé au Québec, la France, là, elle est à des années-lumière du Québec au niveau de l'imaginaire. Mais donc, oui, ce qui fonctionne bien au Québec, ce qui est bien fait ici, c'est le contemporain. Et c'est vraiment quelque chose de spécial parce que nos romans contemporains sont vraiment à l'image de notre peuple d'une manière que je vois pas autant ailleurs. En même temps, je suis certaine que si je lisais là, des livres de culture plus éloignés de la mienne que genre les États-Unis ou la France ou l'Angleterre, je suis certaine qu'il y a d'autres littératures dans des pays étrangers que j'ai juste pas l'expérience d'avoir découvert puis je peux pas comparer, blablabla. Mais vraiment, je trouve qu'au Québec, là, on a super bien maîtrisé l'art de se représenter en tant que peuple dans des œuvres. Mais le danger de ce talent, c'est que on en vient à tellement bien se connaître qu'on n'ose plus nécessairement sortir de ce qu'on est. Et c'est pour ça que pour moi, La Mer des Larves, publiée l'année dernière, ça avait été vraiment un vent de fraîcheur pour moi dans la littérature québécoise parce que oui, on gardait le côté contemporain très propre à nous, mais le livre poussait les barrières de ce qui est fait habituellement ici. C'est un livre qui s'est aventuré dans des territoires plus éloignés que nos sentiers déjà très battus ici au Québec. Donc voilà, c'est ça que je dirais. C'est mon analyse là, de la littérature québécoise. Allons-y maintenant avec les questions en lien avec l'écriture. Premièrement, on m'a demandé où en est ton projet d'écriture? J'ai trop envie de te suivre dans cette aventure. Merci beaucoup. Merci. Je sais jamais à quel point les gens sur ma chaîne sont intéressés à me suivre avec l'écriture et tout, donc merci. On va faire un résumé express de où j'en suis pour les personnes qui sont peut-être arrivées récemment sur la chaîne. J'ai commencé à écrire un roman de réalisme magique en 2021 que j'ai ensuite terminé, réécrit 5 fois et envoyé à des maisons d'édition québécoises l'année dernière. Ma maison d'édition de rêve, qui était honnêtement la seule maison d'édition de laquelle je voulais réellement une réponse parce que j'avais pas d'espoir pour les autres, elle est revenue vers moi avec un refus argumenté. C'est-à-dire que elle a pris le temps de me revenir avec plein de points à retravailler de mon roman en disant que si j'étais inspirée à les retravailler, ben qu'ils seraient très ouverts à reconsidérer mon texte si je le renvoyais là, avec les modifications. Et par la suite, j'ai croisé l'éditrice de cette maison d'édition au Salon du Livre et elle m'a rassurée, elle m'a dit tu sais, même si ça te prend 3 ans pour écrire le livre, moi je vais le lire quand tu vas le renvoyer. Donc, pour répondre à la question où en est mon projet d'écriture pour l'instant, je prends mon temps. Et pas nécessairement de manière volontaire, je dirais. J'avais vraiment la motivation là, de commencer 2026, paf, on y va, 6e réécriture, mais j'ai écrit une fois et tout de suite après mon chat est devenu malade et mourante et pendant un mois j'ai pas pu rien faire. Et là, ben présentement, j'ai comme réécrit les 1000 premiers mots du livre et j'aimerais continuer vite, mais je suis vraiment débordée de la tête aux pieds, on va s'en parler plus tard dans la vidéo je pense. J'ai juste, j'ai pas de temps libre en ce moment. Puis pas d'une manière genre moi dans la vie je suis trop occupée pour écrire, blablabla. Non, d'habitude quand tu dis ça, tu peux trouver un moment où écrire si tu fais bouger certaines distractions ou bouger tes priorités. Mais là vraiment, mes priorités au sommet sont comme trop importantes pour que je puisse les bouger. Bref, je suis très motivée pour la suite. J'ai hâte de m'y remettre de façon sérieuse, mais en ce moment je suis un petit peu bloquée par mon emploi du temps puis le fait que il y a juste un certain nombre d'heures là, que mes yeux peuvent tolérer le fait d'être en train de regarder un écran ou des mots. Ensuite, la deuxième question, je suis vraiment contente qu'on me l'ait posée. Quand ton livre sera publié? Ça...
Merci pour ta confiance absolue en moi. Je sais pas si je l'ai moi nécessairement. Quand ton livre sera publié, serais-tu à l'aise que des booktubers le critiquent publiquement? Et si oui, est-ce que ce serait du contenu que tu te sentirais à l'aise de regarder? En parenthèse, je veux pas dire répondre en vidéo, juste regarder en privé pour moi. Premièrement, vraiment, soyez pas trop déçus si j'arrive pas à le faire publier, là, les amis, ok? Mais sinon, la réponse, c'est absolument oui. Mon Dieu, oui, je suis 100% à l'aise avec l'idée que, genre, des booktubers lisent et critiquent mon livre publiquement, là, après sa publication potentielle. Il y a aucun problème avec ça. Le seul truc, c'est que j'aimerais ça qu'on fasse pas exprès de me taguer dans des critiques négatives ou mitigées. De la même façon que moi, je critique là, les chroniqueurs de faire ça à des auteurs. Et pour ce qui est de si moi, je me sentirais à l'aise de regarder les critiques, ben je pense que ça va dépendre. Ça va dépendre déjà de qui. Il y a des personnes, je pense que juste, peu importe si je pense qu'ils vont aimer ou pas le livre, je suis juste curieuse de voir qu'est-ce qu'ils ont pensé parce que j'aime voir leurs avis en général. Mais peut-être que si je suis pas dans une bonne passe mentalement, ben je vais faire exprès de pas regarder ça. Je sais pas. Mais vraiment, juste, moi je considère que critiquer une œuvre, c'est pas critiquer son auteur. Donc si les gens aimaient pas mon livre, ben ça veut rien dire à propos de moi, ma valeur en tant que personne. Puis en plus, dans le cas d'un roman publié traditionnellement en maison d'édition, le contenu qui est critiqué à la fin, c'est, oui, ok, la création de l'auteur, mais c'est vraiment le résultat du travail d'une équipe de gens. Donc, tu sais, au final, je pense que pour les auteurs, ce qui importe, c'est est-ce que moi je suis satisfaite de mon travail? Est-ce que mon éditeur est satisfait de mon travail? Si la réponse est oui, ben le reste, ça nous appartient pas. C'est deux côtés séparés. Auteur-éditeur satisfait de leur travail, oui. Lecteur satisfait de son expérience de lecture, donc absolument, j'encouragerais les gens à en parler, mais c'est sûr que je tiendrais une distance là, publiquement avec les avis, genre je commenterais pas en dessous « Ah, ben moi je suis pas d'accord que t'aies pas aimé ça », mais ça se pourrait très bien que je les regarde en privé là, si jamais je suis curieuse. Je sais pas, moi la publication de mon livre c'est absolument pas une certitude dans ma tête, donc voilà, j'y pense pas nécessairement tant que ça. Ensuite, on m'a demandé tu penses proposer ton roman à des maisons d'édition françaises? Pour l'instant, je dirais que non. Et c'est pas parce que je suis fermée à l'idée, non pas du tout. Là, j'avais prévu de l'envoyer à des maisons d'édition françaises si ça fonctionnait pas avec celles québécoises. Mais là, c'est non parce que actuellement, je prévois seulement de renvoyer ma version retravaillée à la maison d'édition qui m'a gentiment offert leur temps pour m'aider à retravailler mon livre. Si j'ai vraiment perçu là, dans leurs commentaires une vision de mon livre qui correspond exactement à ce que moi j'ai. Et donc j'ai vraiment l'impression que ce sont eux les mieux placés pour m'aider à parvenir à cette vision finale là que les deux ont déjà en tête. Mais si jamais cette maison d'édition là refusait ma nouvelle version pour X raisons, puis que moi je continuais à avoir confiance en mon livre puis que je l'aimais, ben là je serais absolument ouverte là, à l'envoyer en France. Surtout puisque je pense que là-bas il y a beaucoup plus de potentiel de maisons d'édition qui correspondent à mon type de livre plutôt qu'ici où vraiment il y en avait juste une. Mais aussi le truc avec ma maison d'édition québécoise préférée que je vise, c'est que ils vendent la majorité de leurs romans québécois à des maisons d'édition françaises éventuellement. Donc même si je publiais juste avec eux, ben je pense qu'éventuellement mon livre serait totalement accessible en France. Et donc c'est ça que je vise, La quatrième question, c'est possible d'avoir un résumé de ton livre? Je peux essayer, mais le truc c'est que j'ai pas encore déterminé avec les choses que je vais changer de mon livre, genre à quel point ça va impacter ou pas le résumé. Donc sachez que là je vous dis quelque chose, mais ça se peut que ça change un petit peu dans le futur. Alors dans mon roman, on suit une femme qui fuit son ancienne vie pour partir à la recherche de la personne qu'elle n'a jamais pu être. Son trajet s'arrête dans un petit village maritime qui ne semble pas tout à fait respecter les règles de la réalité et elle y rencontre un jeune homme qui, contrairement à elle, ferait absolument tout en son pouvoir pour préserver son monde tel qu'il est. Donc comme mentionné, c'est du réalisme magique, il y a une histoire d'amour au cœur du livre, mais ça respecte pas les codes de la romance. Genre vraiment, si j'avais à y donner une trope, là, je dirais que c'est comme amour impossible, mais de façon très pas traditionnelle. Vraiment, à vous de découvrir qu'est-ce que ça veut dire, parce que moi, je dirais rien de plus. Cinquième question. Va-t-il y avoir plus de vidéos écriture en 2026? J'aimerais ça. Mais là, genre, je regarde mon planning, puis honnêtement, j'ai rien prévu jusqu'à cet été. Mais c'est parce que j'ai pas encore déterminé sous quelle forme je posterai ce contenu. Je sais pas, est-ce que je fais comme un vlog qui se déroule sur un an où je vlog toute la réécriture au complet? Est-ce que à la place
je fais genre des vidéos productives une semaine dans ma vie, puis là-dedans je fais des mises à jour de mon projet d'écriture? Ou est-ce que, en fait, je poste rien ici, mais je poste des petits reels genre progressifs des mises à jour sur Instagram? C'est difficile pour moi de déterminer exactement ce que je devrais faire, parce que de un, je suis pas très habituée au contenu écriture sur YouTube. Je sais pas comment le présenter d'une façon qui est intéressante. Puis vu que ça fonctionne toujours moins bien que mes vidéos de lecture, j'ai l'impression d'ennuyer les gens. Mais en même temps, c'est normal qu'il y ait des choses qui intéressent moins les autres. Puis ça veut pas dire qu'on devrait pas les poster tout autant. Mais vraiment, je sais pas. J'ai réfléchi, mais j'aimerais vraiment ça. Donc n'hésitez pas à me dire là, si c'est quelque chose qui vous intéresserait, puis si vous préfériez des petites mises à jour à travers des vlogs ou plus comme un gros truc, voici la réécriture au complet. Je sais pas, j'ai besoin d'aide. Et maintenant c'est l'heure de passer aux questions concernant ma vie personnelle. Et Dieu merci parce que ça fait presque 2 heures que je filme. Premièrement, on m'a demandé, penses-tu venir en France un jour? Et fun fact, je suis déjà allée en France une fois dans ma vie. Voici à quoi je ressemblais. Ben sinon, tu sais, c'est sûr que moi, j'aimerais aller en France un jour. Il y a plein de gens que j'aimerais voir en France. Mais j'ai pas réussi à prendre l'avion depuis 2008 à cause de mon hémétophobie. Parce que la dernière fois que j'ai pris l'avion, le gars qui était assis à 2 bancs de moi a passé les 6 heures du vol à vomir non-stop. Et considérant que moi, mon hémétophobie est tellement sévère que quand je vais dans une toilette publique, je me bloque les oreilles pendant tout le long, juste au cas où ça se trouve que à ce moment-là de la journée, il y a quelqu'un dans une autre toilette qui vomit puis je veux pas les entendre. Ben, vous pouvez imaginer la détresse dans laquelle je me trouvais pendant ces 6 heures de vol avec le gars qui vomissait juste à côté. Si on m'avait donné un parachute, j'aurais sauté de l'avion. Mais en toute franchise, c'est même pas juste ma phobie qui m'empêche de prendre l'avion maintenant. C'est aussi le fait que je peux genre rien manger. Moi je pense là qu'aller en France en tant que personne qui ne peut pas manger de gluten, de fromage, produits laitiers, des œufs, des tomates, des oignons, de l'ail, pouvez-vous me dire que c'est que je peux bien manger chez vous? Donc voilà, ok? Est-ce que je pense aller en France un jour? J'aimerais ça. Est-ce que j'y pense dans le sens que je fais des plans? Absolument pas. Mais c'est possible, c'est vraiment possible. J'aimerais ça un jour, là. Et on verra. Deuxième question. Mes sympathies pour Luna, prévois-tu d'adopter un autre chat? Merci beaucoup. Merci d'ailleurs pour tous vos beaux mots là, sous mon vlog qui était la dernière vidéo où elle apparaissait. C'est sûr que je pense qu'un jour, je vais adopter un autre chat. Je suis vraiment quelqu'un qui adore les chats et qui a toujours rêvé d'avoir un chat. Donc je peux pas imaginer que j'en aurai pas d'autres un jour. Mais en ce moment, le sentiment que j'ai, c'est que même si je suis certaine que si tu me présentes un chat devant moi puis je vais l'aimer énormément, extrêmement pour le reste de mes jours, j'ai pas d'intérêt en ce moment à accueillir un nouveau chat dans ma vie parce que c'est pas le fait d'avoir un chat qui me manque, c'est vraiment le fait de pas avoir Luna avec moi. Tu sais, Luna, j'ai vraiment appris à la connaître par cœur pendant les 10 ans qu'on est ensemble. Puis on dirait que ça m'écrase un peu de penser qu'il faut que je recommence ça à zéro avec quelqu'un d'autre. Parce que pour moi, des chats, c'est vraiment des individus. Je connaissais tout de Luna. Tellement que quand j'entendais mon plancher craquer derrière moi d'une certaine façon, sans même avoir à regarder ou quoi que ce soit, je me penchais vers l'avant parce que je savais que Luna était là puis qu'elle allait sauter dans mon dos puis se coucher dans mon dos. Tout était orchestré dans ma maison, tout était adapté complètement à Luna et qui elle était. Et c'est juste de penser de recommencer ça avec quelqu'un d'autre, ça me fatigue. Puis aussi, tu sais, autant je trouve ça vraiment horrible puis que je voudrais revoir Luna, tu sais, je pèserais absolument un bouton qui la ferait revenir tout de suite. Autant je découvre aussi c'est quoi la vie sans avoir un chat, parce qu'il y a beaucoup de sacrifices là, que j'ai fait pour avoir un chat. Juste là, j'ai mis des décorations que je pouvais pas avant. Fait que là, je suis comme, ok, j'apprécie la vie avec des décorations que je sais que je peux pas avoir si j'ai un chat. Aussi, Luna, ça affectait beaucoup mon sommeil parce que elle avait un problème de stress chronique qui lui faisait faire des infections urinaires. Donc la nuit ou le jour, chaque fois qu'elle allait dans la litière, moi je me réveillais,
puis j'essayais de compter dans ma tête ça faisait combien de temps qu'elle était dans la litière, juste au cas où elle ait une autre crise, puis que là, vite, tout de suite, il fallait que je lui donne la morphine dès que ça se produisait. Et ben c'est ça, là, je découvre c'est quoi d'avoir des nuits entières sans avoir à me préoccuper de quelqu'un d'autre, puis c'est juste, je ressors là d'un gros 3 ans où Luna était vraiment beaucoup de travail au niveau de juste prendre soin d'elle. Et même si je sais que ce serait pas pareil avec un autre chat, parce que tu sais, j'adopterais un chat qui a 5 ans, ou je sais pas, qui est plus jeune, certainement plus en santé qu'elle était. Dans ma tête, c'est quand même genre... ok, je me remets dans la position où je vais peut-être potentiellement avoir à prendre soin vraiment intensément là, de mon chat de cette façon-là. Puis même si c'est un sacrifice que absolument je referais dans ma vie, ça en vaut la peine absolument. Là en ce moment j'ai pas l'énergie de penser à me remettre dans cette position-là. Donc oui, c'est sûr qu'un jour je vais adopter un autre chat, mais en ce moment c'est pas dans mes plans. Je pense pas qu'en 2026 ça va se faire, mais en même temps... la vie sans chat, c'est quoi? C'est quoi le but d'une vie sans chat? Ensuite, on m'a demandé qu'est-ce qui t'a aidé à améliorer ta santé physique. Ouais, parce que si vous le saviez pas, quand j'ai commencé ma chaîne, j'étais pas en forme. C'était difficile de filmer une vidéo sans avoir à faire de pause constamment parce que j'allais pas bien. Mon poids a littéralement augmenté de 33% depuis que j'ai commencé ma chaîne. Donc oui, voici, je dirais, les 3-4 choses là, qui m'ont vraiment aidé à enfin aller mieux. Premièrement, ça a été de trouver tous les aliments dangereux pour moi. Dangereux pas en termes que je vais mourir, mais plus que ça me fait des crises. Le premier que j'avais trouvé, jeune adolescente, c'était les produits laitiers, ça c'était clair et net. Même si c'est sans lactose, je ne peux pas prendre de produits laitiers, point. Ensuite, ça a été les œufs que j'ai arrêté. Une énorme avancée dans ma vie, ça a été de couper le gluten, parce que ça a changé ma vie absolument. Mais ensuite, tu sais, je mangeais plus de produits laitiers, je mangeais plus de gluten, mais quand même, j'étais tout le temps malade. Je ne pouvais pas manger. Il n'y avait rien qui était absorbé par mon corps, rien n'était accepté par mon système digestif, tout allait mal. Et j'ai découvert qu'il y avait quelque chose que je mangeais vraiment très souvent parce que ça goûte bon, c'est mon trio tomate, ail, oignon. Tout ce qui fait que quelque chose goûte bon dans la vie. Mais vraiment, quand j'ai arrêté là, surtout les tomates à la fin, parce que ça a été ça qui m'a pris le plus de temps à trouver, oh mon dieu que ça m'a fait du bien d'arrêter les tomates là. Je m'ennuie d'un spaghetti sauce tomate. Ouf! Mais à chaque fois que j'en mange, là, la nausée, oh mon dieu! Bref, ça, vraiment énormément aidé. Ensuite, ce qui a vraiment aidé, c'est que, tu sais, j'ai perdu mon travail, mais même si c'était stressant parce qu'il fallait que je trouve un nouveau travail, mon ancien travail me rendait physiquement malade à cause de la quantité de stress que je gérais à cause de lui. J'avais une patronne qui avait plusieurs troubles de la personnalité et qui était juste une bombe explosive à chaque jour. Là. Chaque mot que je lui disais pouvait se transformer en arme contre moi, donc j'étais tout le temps à cran. Donc d'arrêter ce travail-là, ça a réduit mon stress. Et moi, vraiment... 50% de mes crises digestives, de mon côlon irritable, c'est causé par le stress. Et donc d'avoir moins de stress, ce que ça a fait, c'est que j'allais mieux. Et donc, quand venait le temps d'aller faire le marché ou de sortir de chez moi, j'étais moins stressée de le faire parce que j'allais mieux. Donc, j'avais moins de stress en étant à l'extérieur et j'avais moins de crises à cause de ça. Parce que je vous jure, il y avait une période là, où je pouvais pas aller faire le marché sans avoir une crise digestive, puis d'anxiété, puis d'angoisse à chaque fois. Souvent, il fallait que j'abandonne mon panier en plein milieu de l'épicerie, puis que je sorte dehors parce que j'allais paniquer, parce que j'avais l'impression que j'allais me vomir ou me chier dessus en plein milieu de l'allée. Donc, de réduire le stress, ça fait que j'ai pu accumuler des fois où je sortais à l'extérieur et ça se passait bien. Et plus je sortais et ça se passait bien, moins j'étais stressée de sortir et donc moins j'avais de symptômes. Et au final, la dernière chose qui a vraiment fait ma santé, là, ça a été les suppléments de fer. Et pas les suppléments là, donnés par le médecin, genre sulfate, ça fait tellement mal, ça rend malade. Ce qui fonctionne le mieux, c'est de trouver les suppléments qui sont plus doux sur le système, que tu peux te permettre de prendre de façon plus régulière, parce qu'elles sont douces sur ton système. Et à partir de ce moment-là, là, quand j'ai commencé le fer, mon corps a commencé à juste absorber tout ce que je mangeais. J'ai commencé à avoir de la force. J'ai dû changer absolument toute ma garde-robe parce qu'il n'y avait plus rien qui me faisait, mais c'est juste le plaisir de prendre de la place parce que je suis en vie. Je peux
vivre. Oui, ok, maintenant mon cul il rentre plus dans quoi que ce soit parce qu'il est gros, mais je m'assois puis je suis bien parce que je souffre pas. C'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai encore des problèmes, là, c'est chronique, ça va être à vie. Puis dans des moments de stress, là, oulala, que c'est vite à revenir tous les symptômes. Mais la vie que je peux mener aujourd'hui, là, c'est tellement, tellement, tellement incroyable. Je peux manger, je passe pas 5 heures par jour aux toilettes, c'est fou. Voilà. Ensuite, on m'a demandé, est-ce que tu vas bien? C'est une question qu'on me demande souvent en ce moment, tu sais, depuis que Luna est partie. Puis à chaque fois, je sais pas quoi dire parce que tu sais, je suis comme oui, ça va super bien. C'est comme ben ok, tu t'en fous de ton chat finalement. Mais si je suis comme bah non, ça va pas. Mais j'ai pas envie de dire ça parce que je veux pas inquiéter les gens parce que ça va pas si mal que ça. Honnêtement, ça va, mais ça va pas parce que Luna est plus là. Puis en fait, je dirais qu'en ce moment, le problème là, de ma vie, c'est que depuis que Luna elle est partie, je n'ai plus de raison d'arrêter de travailler. Je travaille tous les jours de 9h à 23h sans exception. Je fais ma journée de travail, je finis vers 16h30. Après ça, je prépare le script d'une autre vidéo. Après ça, j'ai juste le temps de me faire à manger la vaisselle. Et après ça, c'est montage toute la soirée. Et ce, à chaque jour. Bonjour, me voici 23h27. J'ai travaillé toute la journée, j'ai monté toute la soirée et évidemment il fallait que je fasse une autre vidéo qui fait 1 heure. C'est quoi mon problème? Et je suis fatiguée, mais j'arrive pas à arrêter. Parce qu'avant, quand je me faisais mes soirées de montage, c'est qui m'arrêtait? C'était Luna. Fallait que je joue avec elle, fallait que je lui donne l'affection. Si je jouais pas avec elle, elle se mettait à tout détruire dans la maison. Donc j'étais vraiment obligée là, de prendre une pause. J'ai plus ça, j'ai perdu ça, puis maintenant je fais juste travailler. C'est tout ce que je fais. Donc c'est pas tenable à long terme. Là. je sais, je pense que je vais me prendre une petite pause, une vidéo en moins à la fin du mois, on va s'en reparler. Mais voilà, ça va, mais faut que je fasse attention. Et pour finir avec la section vie personnelle, est-ce que tu as un objectif que tu aimerais vraiment accomplir d'ici la fin de l'année? Si on m'avait posé cette question au début de 2026, je pense que j'aurais répondu que j'aurais aimé réécrire au complet là, mon roman en 2026, puis pas nécessairement, je pense, arriver à la version que je vais réenvoyer à la maison d'édition, mais juste au moins faire là, un gros retravail au moins une fois. Mais là, depuis le départ de Luna, c'est ça, les choses ont changé, ma vie a changé. Et pour moi, là, mon objectif numéro 1, c'est de réussir à organiser ma vie pour être capable de sainement jongler entre mon travail salarié, ma chaîne YouTube, la lecture et l'écriture, et aussi les contrats que j'ai à côté, parce que oui, j'ai littéralement 3 emplois en même temps en ce moment. Il faut que je réussisse à trouver une façon de vivre sans juste vivre pour travailler. C'est sûr que je vais toujours beaucoup travailler parce que ma chaîne YouTube, c'est un travail mais c'est une passion. Mais c'est juste là, physiquement, j'en peux plus là. C'est c'est fou. Le rythme de ma vie dans le dernier mois, là, c'est dément. Et malheureusement, je pense que la solution la plus évidente, ce serait de poster un peu moins de vidéos. Et je pense que c'est ça que je vais être obligée de faire. J'ai revu mon emploi un peu, mon emploi du temps pour le reste de l'année. Puis je pense que je vais peut-être devoir revenir là, à une vidéo 2 semaines plutôt que comme une vidéo par semaine. Mais je sais pas. J'ai encore espoir de pouvoir poster plus, mais bref, c'est ça. Je veux juste avoir trouvé un équilibre de vie sain à la fin de 2026. Alors maintenant, on passe au sprint des questions. Puis là, j'espère vraiment que je vais être efficace parce que je filme, ça n'a pas d'allure à quel point la vidéo doit être longue. Alors allons-y, ok. Question numéro 1. Vas-tu être plus sur Instagram ou tu priorises YouTube? YouTube sera toujours ma priorité, mais j'aimerais bien être un peu plus sur Instagram, mais c'est irréaliste avec mon rythme de vie. Donc YouTube, priorité, ça c'est sûr et certain. Feras-tu une vidéo de type classement sur les livres de Stephen King? Oui. Normalement cet automne, mais je dis ça à chaque année depuis genre 3 ans, donc faites-moi pas trop confiance, mais oui, je la fais un jour. Est-ce que tu as prévu de lire The Will of the Many, tome 2? Oui. Je sais pas quand, mais oui. Pour le bocal des membres, peut-on t'envoyer des livres très peu connus de petites maisons d'édition? Oui. C'est sûr que ça me complique un petit peu la vie parce que moi j'essaie de louer à la bibliothèque tous les livres du bocal, puis je suis capable pour genre 99% d'entre eux. Mais les petites maisons d'édition françaises, surtout indépendantes, là, ouf, c'est difficile à trouver ici, mais normalement le bocal, vous pouvez envoyer tout ce que vous voulez. Vas-tu déménager encore? C'est très possible, mais j'espère que non. Je sais pas comment, mais j'espère que non. Le livre avec la meilleure plot twist. Mon amie Adèle de Sarah Pinborough. J'ai fini ce livre-là, j'ai couru à travers mon appartement à minuit non-stop parce que j'étais genre What? Ton film préféré? Ça a peut-être très mal vieilli parce que je l'ai regardé la dernière fois, je pense, quand j'avais 14 ans. Mais c'est la version 1968 de La planète des singes. Les 4 premiers films incroyables.
As-tu des tatouages? Non, je me fais pas confiance de choisir quelque chose que je vais aimer dans le futur. Recommandations culturelles autres que littéraires. Severance. Oh, la saison 1, c'est la meilleure saison de télé au monde. Que voulais-tu faire dans la vie plus jeune? J'ai jamais eu autre chose en tête que écrire des livres et réussir à me trouver un travail à côté qui est très calme et répétitif pour me permettre de survivre pendant que j'écris des livres. Et dernière question, que préfères-tu lire? Et là, on fait la liste genre des temps de verbe, les narrations possibles pour un roman. Et ma réponse est la même pour ce que j'aime lire et ce que j'ai choisi d'écrire. Troisième personne au passé simple, imparfait. Moi, dans la vie, je pense qu'on peut absolument réussir à bien faire n'importe quel temps, n'importe quelle narration, là. Je suis pas en train de dire que j'aime pas les livres à la première personne, mais moi, personnellement, mon préféré, c'est troisième personne et passé simple parfait. Ok, ok, c'est fini! Ah, je vous jure, si cette vidéo fait encore 1 heure, je vais péter un câble. Mais donc, ok, déjà merci pour mes 5 ans. Merci d'être là. Maintenant que vous m'avez posé des questions, c'est mon tour de vous poser des questions. Premièrement, quand est-ce que vous avez trouvé ma chaîne, si vous vous en souvenez? Deuxièmement, pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous abonner? Et troisièmement, qu'est-ce que vous aimeriez me voir faire sur ma chaîne? C'est quoi là, les vidéos là, quand vous voyez apparaître ça sur votre accueil, c'est comme oui, oh mon dieu, oui, je veux regarder ça. Et si jamais vous venez de me découvrir et que vous n'êtes pas encore abonné, ben n'hésitez pas à le faire. La semaine prochaine, ça va être la vidéo exclusive pour les membres, mais après ça, on se revoit avec un gros bilan lecture. Bye bye, merci pour 5 ans!